M. Carney espère faire avancer plusieurs dossiers commerciaux au G20, des discussions qui auront un ton différent puisque le président américain Donald Trump sera absent du sommet. Pour en discuter, je reçois Louise Blais, ancienne ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'ONU de 2007 à 2021. Madame Blais, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Marc-André. Commençons par cette absence de Donald Trump. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Mark Carney sur le terrain à Johannesburg? Bien, en fait, sur le terrain, je pense que c'est presque un avantage parce que quand le président est là, toute l'attention tourne autour de lui. Ça complique aussi la sécurité, je dois dire. Alors là, vraiment, Mark Carney et les autres leaders auront vraiment le champ libre pour se parler. Ils ont beaucoup de choses à échanger sur les positions, que ce soit la question des tarifs, le commerce international, mais aussi là, le projet de paix qui, en 28 étapes qu'il a mis sur la table. Alors, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils vont pouvoir faire ensemble, mais c'est entendu que pour la présidence de l'Afrique du Sud, de ne pas avoir le président des États-Unis et même de remplaçant de délégation, parce que c'est un boycott, ça mine un peu les résultats parce que toute déclaration auquel il pourrait arriver, ben, elle n'aurait pas le soutien des États-Unis, qui est quand même un partenaire indispensable. Et M. Trump n'est d'ailleurs pas le seul à bouder le sommet. Les dirigeants de la Chine, du Mexique, de la Russie et de l'Argentine seront aussi absents, chacun pour leur propre raison. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces absences et qu'est-ce qu'elles nous disent sur la géopolitique que le Canada doit naviguer? Mais en fait, c'est intéressant. Chacun, effectivement, a sa raison. Vladimir Poutine est rarement au G20 depuis l'invasion de la Fédération russe en Ukraine. Alors ça, c'est pas nouveau. Il envoie toujours Lavrov. Xi Jinping a l'habitude de participer. Elle n'est pas là cette année. Maintenant, la présidente mexicaine, les Mexicains ne sont pas des grands voyageurs. Ils se donnent pas un rôle international. Ils sont vraiment régionaux dans leur approche et ils ont des priorités qui sont importantes pour eux. Est-ce qu'elle serait venue si le président des États-Unis était allé? Bon, point d'interrogation. Mais le Canada, lui, on a été à la genèse de ces organisations-là, le G20 certainement, et c'est pour nous, c'est des outils hyper importants de notre influence et de notre portée internationale. Donc, nous, on manque jamais l'occasion. Mais je ne lirais pas beaucoup plus dans les autres absences. Je pense pas que c'est un boudage de l'organisation, puisqu'ils ont envoyé des représentants et ils participent aux négociations pour la déclaration conjointe. M. Carney veut évidemment poursuivre ses efforts pour attirer davantage d'investissements étrangers au Canada. Quels sont, selon vous, les dossiers prioritaires qu'il voudrait mettre de l'avant au G20? Mais au G20, c'est un environnement très différent que le G7. On doit faire preuve d'empathie, de compréhension avec les pays émergents. Donc, mais il va vouloir avancer certainement. Et il va rester quand même sur un axe assez économique. Puisque de toute façon, le G20 est très économique. Il va aussi parler de l'importance de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Il va parler des minéraux critiques. Il va suivre le même langage qu'on a entendu dans les Émirats. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va vouloir se servir de ces rencontres bilatérales, ce qu'on appelle aussi les bump into, qui ne sont pas des rencontres formellement organisées, pour continuer à démontrer que le Canada est là, ouvert, un partenaire fiable qui veut faire des affaires malgré la relation en ce moment qui est en berne avec les États-Unis. Je pense qu'il faut envoyer un message optimiste. C'est ce qu'il a fait au Moyen-Orient. Pour vraiment dire le Canada est pas dans la misère, on a plein d'atouts et on veut travailler avec vous. Alors, je pense qu'il va avoir un agenda très pragmatique et très axé sur l'économie. En marge du sommet, M. Carney aura peut-être l'occasion de rencontrer son homologue indien, Narendra Modi. La semaine dernière, le SCRS a averti que le Canada doit quand même rester très vigilant face aux menaces provenant de l'Inde. M. Carney, pour sa part, a déjà été clair que le Canada n'a simplement pas le luxe de parler qu'avec les pays parfaitement alignés avec le Canada. Donc, à quel point est-ce que la relation Canada-Inde est-elle vraiment abîmée et comment est-ce que l'Inde, elle envisage la suite?
La relation a été très endommagée, mais le dommage était très personnel, hein. C'est très vraiment entre Modi et Trudeau. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney, ils ont fait énormément de démarches publiques et en arrière-scène pour remettre un peu la relation sur les rails. On sait que, justement, Mark Carney a invité Modi au Canada. Il n'a pas pu venir, mais il a fait quand même le geste de l'inviter, vraiment à signaler qu'il voulait tourner la page. L'Inde est un partenaire très important pour le Canada. Beaucoup d'entreprises canadiennes font des affaires en Inde. C'est aussi un investisseur. Alors, il faut quand même réussir à compartimentaliser certains des irritants et des problèmes qu'on peut avoir avec les pays pour poursuivre nos intérêts. Alors, et comme je dis toujours, quand il y a des différends ou quand il y a des messages que nous voulons passer qui sont peut-être un petit peu plus sensibles, un petit peu plus difficiles, mieux vaut les passer en privé et de façon délicate, au bon moment, par les bons interlocuteurs, que plutôt que de faire des sorties sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le genre de diplomatie que le premier ministre a mis en place. Et enfin, juste un mot rapide sur cet arrêt aux Émirats. C'était quand même une visite assez particulière. La dernière fois qu'un premier ministre canadien s'est rendu aux Émirats, c'était en 1983 avec Pierre Elliott Trudeau. Selon vous, est-ce que c'est un premier pas vers la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec d'autres pays du Golfe? Oui, bien, premièrement, je pense qu'on peut être excessivement satisfait de cette visite. Elle avait été très, très bien préparée. Moi, elle dépasse mes attentes. Je pensais qu'on s'entendrait sur le vouloir continuer à parler. Mais oui, effectivement, sur un accord de libre-échange, c'est ce qui a été dit. Mais il semblerait que le premier ministre et son équipe et le gouvernement du Canada a réussi à obtenir des engagements d'investissement au Canada qui s'élèvent à des valeurs totalement historiques. Et je pense que ça va être un très bel exemple. Si on a réussi à convaincre les Émirats, maintenant, on a les arguments qui fonctionnent, on sait la formule et on ne va pas arrêter là. Ils vont certainement aller dans d'autres pays au Moyen-Orient. Et c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des droits de la personne, mais encore une fois, je reviens sur le fait que je pense qu'on peut réussir à avoir des échanges commerciaux comme on a de toute façon avec les Émirats. Beaucoup d'entreprises canadiennes travaillent avec des partenaires des Émirats. Alors, je pense que le premier ministre a remis les pendules à l'heure et sa présence personnelle a été très, très appréciée. On a vu l'accueil qu'il a reçu et je pense que maintenant, il faut continuer et effectivement, une mission est maintenant planifiée. Donc, c'est toujours important ce genre de choses-là. Il faut toujours avoir un suivi et déjà, il y a un suivi qui est planifié avec une mission Équipe Canada. Louise Blais, merci beaucoup pour ces explications. Merci.